Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, votre invité, est ancien ministre, fondateur du mouvement Génération.s et conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Patrick Cohen. Je vous présente Hélène Jouan, la chef du service politique d'Europe 1, qui aura une question pour vous. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de la fièvre de réforme du pouvoir actuel, SNCF, assurance chômage, formation professionnelle, baccalauréat, accès à l'université, hôpitaux, etc. Est-ce que tout est acheté? Quel est à vos yeux le combat prioritaire et éventuellement qu'est-ce qui mérite d'être applaudi? Bon, je pense qu'il y a une cohérence quand même. Une cohérence qui ne tient pas au fait de dire on réforme. Il y a aujourd'hui un État très centralisé avec un président de la République qui concentre beaucoup de pouvoir, qui s'attaque à ce qu'il considère être des sanctuaires de la gauche, parfois qui résistaient jusqu'ici à la réforme. Je pense à la SNCF. Et je vais le dire, le point commun, c'est que je trouve qu'il y a une vraie indifférence aux inégalités sociales et aux inégalités entre les territoires. Je vais prendre deux exemples. On fait quelque chose de bien dans l'éducation nationale. On dédouble les classes en CP et on va les dédoubler en CE1. C'est très bien parce que dans les zones d'éducation prioritaire, on a besoin de plus de profs pour moins d'enfants, pour permettre justement aux gamins dès le plus jeune âge de réussir. Mais pour faire cela, on va déplacer les inégalités, c'est-à-dire comme c'est une réforme à effectif constant, on remet en cause la scolarisation à 2 ans, on remet en cause le système plus de maîtres que de classes, on surcharge des classes dans des territoires qui étaient déjà un peu tendus pour pouvoir financer le dédoublement des classes. Donc pour un objectif louable, on est en train de déplacer les inégalités. Finalement, ceux qui vont être victimes de cette réforme sont des territoires qui sont déjà un peu enclavés, des territoires dans lesquels il y a déjà une vraie pauvreté du service public, et on pense notamment aux territoires ruraux. La SNCF, c'est la même chose. C'est pas juste un mot, c'est pas ce que dit le ministère. Mais il y a des créations de postes, y compris dans les territoires ruraux. C'est ce qu'on constate très concrètement. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui tous les mouvements de parents d'élèves dans bon nombre de départements, et vous verrez que 2 points, ça fait une ligne, et là on a une forêt de points, si je peux me permettre, vu les protestations qui existent. Mais sur la SNCF, on focalise sur le statut des cheminots, mais on oublie un petit peu d'écouter tout le discours du Premier ministre, qui ne reprend pas à la lettre le rapport Spinetta, mais qui dit qu'il va falloir réduire drastiquement les coûts de la SNCF et inscrire l'avenir de la compagnie de chemin de fer dans la concurrence. Quelles sont les lignes... Pardon, vous n'inscrivez pas dans la concurrence? Non, mais je ne dis pas ça. Je dis simplement que, attendez, il y a effectivement un droit européen, donc je l'entends, mais objectivement... C'est l'engagement de la France. Oui, mais c'est l'engagement de la France. Je ne nie pas que cet engagement existe. Je dis simplement que, aujourd'hui, pour que la SNCF soit compétitive, on lui demandera d'être rentable. Et rentable notamment sur les lignes sur lesquelles la compétition sera la plus féroce. Et surtout, de ne pas alourdir ses résultats, j'ouvre des guillemets, par le fait qu'elle exploite des lignes non rentables. Or, aujourd'hui, nous avons besoin d'une politique d'aménagement du territoire qui garantisse à tous les citoyens les mêmes droits, et notamment le droit à la mobilité. Là encore, pour les personnes, les Français qui habitent des territoires où il y a déjà plus beaucoup d'hôpitaux, où il y a déjà plus beaucoup de médecins, où les écoles sont en train de se vider, où les commerces de proximité disparaissent, c'est-à-dire des territoires qui sont en train de devenir parfois, aux yeux de ses habitants, de vrais no man's land. Eh bien moi, j'affirme aujourd'hui que une politique ambitieuse en matière de chemin de fer, c'est une politique qui accepte le principe selon lequel le service public n'a pas à être excédentaire, profitable, bénéfique partout. Aujourd'hui, il est déficitaire, ça tombe bien. Non, il y a des bons résultats à la SNCF. Non, il y a 2 milliards de dettes en plus. Oui, d'accord, mais il y a quand même des bons résultats. Elle affiche des résultats qui vont mieux. Oui, d'accord, mais la dette s'alourdit chaque année de 2 milliards. Ça n'est pas le système n'est pas financé aujourd'hui. Donc vous le financeriez comment? Des billets plus chers ou des impôts plus lourds? C'est la question. Moi, je vous dis aujourd'hui, le service public, si vous voulez que demain, selon le même raisonnement, on n'électrifie pas certaines parties du territoire parce que ça coûte plus cher de les électrifier que dans les centres-villes, si vous voulez qu'on abandonne des lignes de chemin de fer pour dire qu'on fera des cars à la place parce que certains ont le droit au chemin de fer, au train et d'autres n'y auront pas le droit, oui, le service public ne peut pas répondre dans son exploitation à une logique strictement marchande. Donc c'est l'impôt qui doit financer ce qui manque. L'impôt, les déficits, les politiques d'investissement de l'État, mais des choix qui soient des choix politiques qui concèdent qu'on ne gère pas un État comme on gère une entreprise du CAC 40. On accepte aujourd'hui, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a des missions qui incombent aujourd'hui à l'État, qui sont d'assurer l'égalité des droits pour les citoyens. Ou alors on l'assume. Ou alors on assume qu'il y a des morceaux de la France où on ne trouvera moins de médecins et on l'accepte, moins de services publics et on l'accepte, moins de gares et on l'accepte, moins d'écoles et on l'accepte, mais c'est ça le résultat de cette politique. Sauf que le gouvernement n'assume pas cela. Est-ce que ce serait si scandaleux de mettre fin aux embauches au statut? Et est-ce que vous seriez prêt à descendre dans la rue pour défendre ce statut pour les futurs embauchés à la SNCF? Mais moi, je vais descendre dans la rue pour défendre l'égalité devant le service public. Et je crois qu'il y a finalement une sorte de chiffon rouge autour du statut. C'est assez marrant. D'un mot, des énarques... C'est ce qui mobilise
des syndicats de cheminots. Ils ont raison de défendre leur statut, surtout que quand vous regardez qui remet en cause le statut, on a des énarques bien installés dans leurs privilèges et leurs propres ghettos qui remettent en cause les privilèges des autres. On est quand même, c'est un miracle. Vous avez les privilèges des autres, donc c'est des privilèges à la SNCF mais qu'ils dénoncent comme tel. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est assez fascinant de voir aujourd'hui qu'on fait du cheminot un privilégié quand il est dénoncé par les énarques et par la totalité du CAC 40. Ce serait bien qu'on remette les choses à sa place. On va à présent parler de la gauche ou de ce qu'il en reste, Benoît Hamon. Qui a écrit, c'est une devinette, dans une élection nationale, la gauche rassemblée est un étouffoir, un brise-lame, un tue-la-joie? Jean-Luc Mélenchon. Bravo. Dans sa note de blog c'est sa ligne il y a politique, quelques semaines. C'est sa ligne politique. Et c'est une ligne politique qui nous mènera à la défaite. Comment on en sort? Avec ça, quand on lit ça ou qu'on entend ça, on pense que la gauche est pas prête à revenir au pouvoir dans un avenir proche. Écoutez, on y travaille d'abord et on essaye d'y travailler sur le fond en reprenant les sujets à partir desquels on peut reconstruire la gauche. Vous pensez que la stratégie de Mélenchon, c'est une stratégie perdante, qu'il n'y a aucune chance qu'il arrive au pouvoir sans alliance à gauche? Je le pense, je suis même à peu près certain. Je pense que ça n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que d'abord, moi je récuse qu'il n'y ait plus de clivage droite-gauche, qu'il n'y ait plus qu'un clivage entre les élites et le peuple. C'est un clivage qui n'est pas non pertinent, le clivage entre les élites et le peuple, mais il ne suffit pas aujourd'hui à construire une ligne politique qui l'emporte, et surtout il peut amener à des vraies confusions entre des discours qui peuvent exister à gauche, des discours qui peuvent exister à droite, et on en arrive aujourd'hui à ce qu'un Jean-Luc Mélenchon félicite Wauquiez parce qu'il dénonce la médiacratie. Objectivement, moi j'aime bien Jean-Luc Mélenchon pour plein de choses, mais là je comprends pas bien les parentés qu'il se trouve dans sa lutte contre la médiacratie avec Laurent Wauquiez. C'est la même note de blog où il félicite Wauquiez et il vous critique, vous, Benoît Hamon. Oui, mais je comprends. C'est dans le même texte. Mais parce que je pense je précise pour les auditeurs. Oui, il y a du débat au sein de la France Insoumise, notamment sur la question européenne. Moi, je vais vous dire ce que nous faisons. Avec Yanis Varoufakis, avec plusieurs formations qui essayent de se reconstruire, écologistes, progressistes en Europe, nous essayons de lancer une nouvelle alliance, une nouvelle coalition en Europe qui disent quoi? Nous ne sommes ni de cette gauche qui dit oui à la droite, comme en Italie, probablement demain après les élections italiennes, comme en Allemagne, ça vient d'être fait ce week-end, comme en France, quand la gauche se jette dans les bras de Macron. Nous ne sommes pas de cette gauche-là, mais nous ne sommes pas non plus de la gauche qui dit non à l'Europe, au motif que les traités empêcheraient de changer quoi que ce soit. C'est une gauche qui est en déroute à peu près partout aujourd'hui. Là, oui, mais cette gauche qui dit oui à l'Europe. La gauche qui dit oui à l'Europe. Sauf quand elle se marie à la droite, oui, mais on n'a pas encore testé une gauche qui, aujourd'hui, veut faire vivre le débat européen sur des bases qui soient parfaitement claires. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut non seulement changer les traités, mais que d'ici là, nous avons les instruments en Europe pour faire d'autres politiques sur la transition écologique, une autre manière de mobiliser la manière dont la Banque Centrale Européenne injecte des liquidités tous les mois dans l'économie européenne pour les flécher vers l'investissement en faveur des énergies renouvelables ou de la transition écologique. On peut faire énormément de choses. Et ce que je me refuse à prononcer, c'est une sentence fatale à la construction européenne qui consiste à dire les traités nous empêchent de faire des politiques progressistes, donc jetons l'Europe et on verra ce qui se passera après. Moi, je considère que les traités nous entravent, qu'on doit les changer, mais qu'entre-temps, il faut mobiliser toutes les énergies pour construire une autre majorité politique au Parlement européen et mettre en œuvre une autre politique que la politique austéritaire Merkel-Macron qu'on connaît depuis plusieurs années. En tout cas, Macron n'était pas là, mais c'est la même politique qui continue aujourd'hui. Alors justement, question d'Hélène Jouan. Oui, au lendemain des élections italiennes, Benoît Hamon, on ne sait pas encore qui va gouverner, on sait déjà qui a gagné, qui a perdu. Alors, percée historique des forces dites anti-système, qui sont eurosceptiques et d'extrême droite, défaite de la gauche, du Parti démocrate au pouvoir, mais aussi des dissidents de gauche, le petit parti Libre et Égaux, en dessous des 5%. Alors on ne l'a peut-être pas testé celui-là, mais il fait moins de 5% des voix. Est-ce que c'est avec ce type de parti que vous voulez vous allier et du coup, avec quel espoir? Alors, avec eux et avec beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur des alliances avec des partis. Moi, ce qui m'intéresse en Italie, c'est autant ce que dit le maire de Naples que cette formation. En Espagne, c'est autant ce que dit Podemos que la maire de Barcelone ou la maire de Madrid, qui en soi portent aujourd'hui des combats politiques, qui sont des combats politiques qui vont au-delà des formations auxquelles elles sont rattachées ou auxquelles elles appartiennent. On est dans un moment, il faut bien l'accepter, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour vos auditeurs, c'est même pas facile pour nous, où les étiquettes ne disent plus grand-chose
des combats politiques. Et pourtant, on raisonne encore avec des étiquettes. La reconstruction de la gauche, elle passera par le fait qu'elle a des solutions en phase avec ce que vivent les citoyens. Des solutions aujourd'hui inaudibles, la preuve. Non, mais parce que la gauche se reconstruit, parce qu'il y a des forces qui sont beaucoup plus audibles sur quoi ? Sur des passions négatives. Aujourd'hui, dire l'Europe est responsable de tous nos maux, les élites sont responsables de tous nos maux, ce sont des passions négatives qui amènent à mobiliser davantage les électeurs que des passions positives. Et moi, j'ai pu le mesurer. Et en France, vous parlez à qui, Benoît Hamon ? La logique pour les Européennes, c'était que vous soyez alliés au PS, mais vous avez quitté le PS. J'imagine que c'est pas pour vous trouver pour battre campagne avec vos anciens camarades. Au Parti Socialiste, on n'a pas choisi entre Macron et la gauche. Au Parti Socialiste, pardon de le dire, mais il y a autant d'élus ou de responsables qui regardent ou lorgnent vers Emmanuel Macron que vers le reste de la gauche. Même parmi les 4 candidats au poste de premier secrétaire. Clairement, il y en a déjà au moins un qui a été élu grâce à Emmanuel Macron. Grâce à Emmanuel Macron. Oui, grâce à Emmanuel Stéphane Macron. Le Foll, parce qu'il n'avait pas de candidat macroniste face à lui. Donc cette question-là n'est pas tranchée. Mais moi, je ne m'adresse pas autant aux appareils qu'aux citoyens, aux électeurs, aux acteurs qui, à la France insoumise, au Parti Socialiste, chez les écologistes et les communistes, veulent construire une alliance qui soit une alliance qui enfin pèse. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle nous confronte à notre propre impuissance en permanence. C'est que nous voulons la changer, mais que nous n'arrivons jamais à construire de coalition. Dites-moi, à l'exception sans doute des écologistes qui ont beaucoup travaillé leurs alliances européennes, mais dites-moi où sont aujourd'hui ces forces en Europe pour justement avoir un agenda progressiste et écologiste. Et ben c'est ce que nous commençons par construire. On prend les choses dans l'ordre. Pardon de le dire, mais il y a des élections européennes. Vaut mieux avoir des amis en Europe que de n'avoir que des amis en France. À Naples, ce week-end, non seulement il y aura le mouvement Génération, mais viendront en observateur les écologistes français et les communistes. Je trouve que c'est un bon début. Là où on nous disait que c'était compliqué de reconstruire la gauche, eh bien écoutez, pierre après pierre, nous nous y attelons. Vous n'attendez plus rien du PS, Benoît Hamon ? Si, beaucoup. J'espère que les socialistes choisiront une stratégie qui soit une stratégie à gauche. J'espère qu'ils la trancheront. Avec qui ? Mais j'en sais rien. Mais justement, moi, c'est pas... Vous regardez ça quand même. Vous ne désintéressez pas. Je me désintéresse pas de ce qui se passe à gauche, évidemment. Mais je ne suis pas obsédé par ce qui se passe dans les appareils. Merci Benoît Hamon. Merci Patrick Cohen. Fondateur de Génération. C'était un plaisir comme d'habitude. Merci à vous. Europe 1.